133 camions-citernes sont entrés dans la ville de Bamako aux grandes dames de la France et de ses porte-voix, à savoir RFI et France 24, qui n'ont pipé mot, préférant comme à leur habitude relater sur les actes sordides des terroristes. Ce sont des images impressionnantes de 1233 camions-citernes sur 25 km et arrivés à Bamako après avoir roulé sur plus de 500 km. Vous allez le voir, des images symboles de souveraineté, de dignité, de fierté pour les forces spéciales maliennes qui ont escorté ces camions-citernes. 1233 citernes sont rentrées au Mali. Un convoi long de près de 25 km qui ont roulé sur 500 km pour arriver jusqu'à Bamako. Ils ont été escortés par les forces spéciales et par le GTIA, le groupement tactique interarmé. C'est plusieurs forces spéciales qui sont mises ensemble pour escorter le carburant jusqu'à Bamako. Regardez l'image vue du ciel. Regardez l'image de vous-même. Mais on ne voit pas RFI France 24 parler de ça. On ne voit pas les apatrides parler de ça. La même malienne avec les forces spéciales ont commencé à sécuriser les axes de tous les côtés. Les hélicoptères ont fait des rotations, aller et retour. Les forces spéciales au sol ont mitraillé, fusillé, neutralisé tous les chefs trottoraux. Ils voulaient un aller simple pour l'au-delà. Aucune citerne des 1333 citernes n'a eu d'égratignure. Comme l'a dit le Premier ministre Abdoulaye Maïga, c'est le sang humain qui a été escorté. C'est le sang humain qui est rentré au niveau du Mali. Et ici, on va saluer les FAMA et nos chauffeurs qui ont donné leur corps, leur âme pour arriver à bon port, pour amener un carburant pour le peuple malien. On vous remercie ici, les chauffeurs et les FAMA. En vérité, il s'agit d'un vaste complot que la France et ses alliés avaient tenté en vain d'ourdir contre le Mali et ses deux pays frères de l'AES. Une date avait même été prévue, suivant ces révélations qui traduisent à la fois les velléités et leur désespoir quant à une reprise en main hypothétique de cette zone stratégique. Nous sommes au 2 novembre 2025. Soyez fiers de votre armée. Le saviez-vous qu'une date avait été programmée pour la chute du Mali ? Le saviez-vous que 45 jours avant les élections du 25 octobre 2025, des élections ivoiriennes, les ennemis du Mali et leurs alliés avaient décidé d'encercler la capitale malienne, d'envahir la ville de Léré, la ville de Kidal, la ville de Ménaka, et de foncer jusqu'à d'autres villes? Il y avait deux équipes. La première équipe, qui était chargée de faire tomber la capitale malienne, était le Djinim. Et la deuxième équipe, qui devait faire tomber Kidal et environ, était le FLA, de ceux qui se disent les Azawadiens. Pour vous dire, tous les mercenaires les plus redoutables de l'Algérie, de la Libye et de l'Ukraine ont reçu de grosses sommes pour participer à ce combat. Qui a remarqué qu'avant, la zone de Sikasso n'était pas dominée par le Djinim? Qui a remarqué qu'avant, la zone Kolondieba jusqu'à Kadiana, la zone de Sikasso jusqu'à Kadiolo, de Sikasso jusqu'à Ouélé-Sébougou, la zone Ouélé-Sébougou jusqu'à Sanakoroba, la zone Sibi jusqu'à Narena passant par Kangaba jusqu'à la frontière guinéenne, n'était pas aussi considérée par les terroristes. Mais depuis l'approche des élections ivoiriennes, le peuple a bel et bien remarqué que ces zones ont été brusquement dominées par les terroristes. Et beaucoup de Maliens se posent la question. Comment ont-ils sauté du nord au sud? Eh bien la réponse est très simple. Sachez d'abord que les services de renseignement maliens étaient au courant de tout ce qui se préparait, et avec des dates précises. Et il y avait environ 5000 terroristes du Djinim, dont des jeunes âgés de 14 à 25 ans, et quelques terroristes du FLA infiltrés entre les frontières guinéennes et ivoiriennes sur le sol malien. Soyez sûrs d'une chose, un pacte de protection de frontières et de non-agression, ni d'attaque, avait été signé entre la Côte d'Ivoire et quelques opposants maliens. Cette réunion s'était tenue dans la capitale ivoirienne de façon discrète, 3 mois avant les élections de la Côte d'Ivoire. Pourquoi cette réunion ? Tout simplement parce que le gouvernement ivoirien pensait que les opposants ivoiriens allaient se servir du Mali pour attaquer la Côte d'Ivoire. Or, cette information qui avait été donnée par les opposants maliens était fausse. À cause de cette fausse information,
Les éléments clés de la Côte d'Ivoire ont donc décidé de prendre le djinim comme bouclier. Plusieurs millions de dollars américains ont été déboursés. Les terroristes du djinim ont bel et bien atterri par avion en Côte d'Ivoire en quittant la Mauritanie. Et ils ont été déployés à la frontière ivoirienne, sur des motos, puis ils ont roulé pour rentrer au Mali. Voilà comment le sud du Mali a été dominé en quelques mois. Pris par cette joie, et croyant que grâce au soutien de la force ivoirienne, ils pourraient renverser la transition, les ennemis sont allés créer un groupe WhatsApp et l'ont appelé FPR, Front Patriote de Résistance. Et regardez vous-même ceux qui sont membres de ce groupe, et vous saurez qui sont ceux qui sont derrière tout ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, tous ceux qui ont des arrobases, nous savons ce qu'ils font. Il est impossible de nous échapper. Lorsque le djinim a pénétré le sol malien, le gouvernement a interdit alors de vendre le carburant dans les villages. Et les drones ont commencé à les bombarder. Lorsqu'ils ont remarqué qu'ils étaient en train de perdre du personnel, alors ils ont commencé à s'attaquer aux motos des habitants des villages. Lorsqu'il rencontre un habitant en circulation, en allant au champ, il vide son réservoir. Ou encore il lui arrache sa moto pour pouvoir continuer leur route. Tellement qu'ils avaient le manque de carburant, il fallait voler. C'est ainsi qu'ils ont commencé à s'attaquer au convoi de carburant. Leur objectif était de pouvoir voler du carburant et s'approvisionner. Alors ils ont commencé à s'en prendre aux biens de la population. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils venaient de montrer leur vrai visage à la population. Pendant ce temps, les drones maliens les neutralisaient centaines par centaines comme des fourmis. À chaque fois qu'ils se regroupaient, ils étaient bombardés. Tous leurs plans étaient fauchés. Il était impossible d'avancer vers la capitale malienne, car l'idée était simple. Si la capitale tombe, la transition tombe. Dans leur plan, lorsque les élections ivoiriennes passaient, l'assaut de Bamako serait donné. Et les opposants maliens, depuis leur position, allaient faire une déclaration. Malheureusement pour eux, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le saviez-vous que le gouvernement malien était au courant de tout, de toute la stratégie mise en place par les ennemis et leurs alliés depuis le début? Ce qui va vous étonner, c'est que les ennemis ne valent plus 200 personnes entre les frontières de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Ils sont en train de fuir pour rentrer au sud, en passant Sikasso, la zone de Koutiala en allant vers Kouri, pour prolonger vers Banamba puis Nioro du Sahel, ensuite Fassala. De Fassala, ils fonceront vers le village qu'ils occupent en Mauritanie, appelé Boutalaye, qui est l'endroit même où Amadou Koufa se trouve souvent. Remarquez une chose, puisque les ennemis et leurs alliés ont perdu beaucoup de gens dans cette stratégie d'attaque et ont très mal, ils sont allés s'asseoir à la télé pour mentir encore que le djinim n'avait pas l'intention d'attaquer Bamako. Demandez-leur pourquoi, depuis qu'ils ont su que le djinim multiplie les attaques vers le sud, ils n'ont pas fait cette déclaration. Et c'est une stratégie de logistique, d'encerclement pour finalement, au niveau alimentaire, au niveau du carburant, en fait, faire en sorte que les populations soient de plus en plus sous la pression et qu'il vise en fait une sorte de révolte sociale interne à Bamako. Le djinim n'a pas la capacité réelle de prendre la ville. Et c'est quand l'armée malienne a bien maté le djinim qu'ils viennent tromper la vigilance des Maliens. Eh bien, dites-leur que tout est déjà su et qu'ils ne pourront rien faire. Dans toute cette guerre, il faut dire merci au peuple malien, car sans l'amour d'un peuple, un pays ne peut rien gagner. Allez-y dire aux opposants maliens qu'ils sont obligés de se rallier à l'État malien. Sinon, ils vont vieillir en exil ou mourir en exil sans devenir président un jour. L'ambassade d'Italie au